souscrit dans ces Justement, les partis politiques qui ont souscrit dans ces regroupements, lesquels, on peut le savoir? Nous sommes 18 partis politiques. Je ne peux pas te les citer. 18 petits partis politiques. Puisque actuellement, quand on parle de regroupement, on trouve beaucoup de partis politiques qui ne sont que des partis de mallettes. Ouais. Il y a une personnalité politique connue peut-être, mais sans base. Et puis, voilà, on fait un regroupement politique, mais consciemment, on se rend compte, on sait qu'on n'est pas capable de mobiliser le seuil recherché. Non, non, je voudrais d'abord vous rappeler que vous parlez des petits partis et vous parlez des grands partis. Les partis mallettes. Je note, vous parlez des partis mallettes. Les partis mallettes, ce sont des partis satellites qui sont créés par des partis prédateurs, des partis égoïstes. Mais dans les cas d'espèce, ce sont des partis qui ont été créés avec conscience. J'ai fait remarquer ici que le parti d'ouverture républicaine existe avant tous les partis que vous appelez les grands partis. C'est depuis 2000. Le PPRD n'était pas encore né. L'MC... MCR. Non, non, je parle ici des MC, le parti de Jean-Pierre Bemba n'était pas encore né. MLC n'était pas encore né. Et voyez-vous, tous ces partis que vous dites aujourd'hui être grands, du fait qu'ils ont eu des gestionnaires qui ont amassé, bien entendu, de l'argent de la République, ne sont pas grands. Non, mais ici, ce n'est pas la précédence qui compte comme telle. Attendez, les grands partis... Oui, un parti peut naître aujourd'hui et convaincre la population. C'est là où les journalistes forcent tous les débats et désorientent le peuple. Les grands partis, c'est celui qui a des idées fortes pour la République. Le parti fort, ce sont des partis qui veulent édifier une nation forte, médiane, démocratique et sociale. Mais pas des partis qui, avec de l'argent, n'est-ce pas, vent du vent. Mais sans argent aussi, on ne peut pas avoir affaire à un parti mais fort. voilà, c'est pourquoi notre parti a mis son combat dans les temps et dans l'espace. Hier, on était peut-être dans des 3-4 provinces. Aujourd'hui, nous sommes dans 16. Mais puisque nous parlons de votre regroupement, on connaît la personnalité, Moussa Kalema, vous êtes une grande personnalité dans ces pays, vous êtes connu. Et les autres, c'est qui? Non, nous sommes avec beaucoup de grandes personnalités. Des renoms. Ce n'est pas quand même un secret. Deux ou trois noms. Je vais vous les citer. Vous les citer. Nous sommes avec les ministres Mikoulou, de la décentralisation, chargé des questions avec, si vous voulez, les affaires coutumières. Il est avec nous. C'est le chargé même des stratégies d'un très grand regroupement. Il est avec nous. Nous avons quelqu'un comme Maître Molia. C'est un avocat de renommée internationale. C'est vrai, mais sans attendez. Reconnu au niveau de la classe intellectuelle, de la classe politique, mais au niveau de la base, la population ne connaît pas toutes ces personnes-là. Je voudrais vous indiquer des parfaits inconnus pour la population. Attendez, non. C'est l'homme même le plus populaire de son coin et de son recoin. Je ne voudrais pas vous révéler des choses ici. Ah, le seuil est national. Hein? Le seuil est national et nous allons l'atteindre sans même difficulté. Ah bon? Ça, je voudrais vous rassurer que pour notre regroupement, l'inquiétude n'est plus là. Assez. Non, non, non. Nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à ce qu'on appelle le seuil. Nous avons des partis composés de personnes conscientes. Et voyez-vous, les éléments conscients qui regorgent encore la République, ces partis dont vous dites, ces noms que vous dites, ils ont quelle réputation? Attendez, ils ont quelle réputation aujourd'hui? Monsieur Moussa Kalema, parce que vous êtes tellement... Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est tellement évident pour vous que vous allez rafler la mise. Vous êtes une plateforme, j'ai senti, ambitieuse. Certainement que vous avez un candidat au niveau de la présidentielle. Peut-on connaître déjà son nom? Ce n'est plus un mystère, ça. Non, ce n'est pas un mystère, mais nous sommes en train de nous préparer pour rapidement faire une convention de regroupement. Et la convention va se faire, vous aurez l'invitation. Ah, vous aurez un candidat? Et bien entendu. Nous aurons un candidat. Et pourquoi pas M. Moussa? Et nous aurons un candidat, et bien entendu, qui sera de notre... Ce n'est pas le candidat qui va présenter les FCC, cette méga plateforme Front commun pour le Congo. Qu'il soit ce candidat, mais le parti aura un candidat. Et le regroupement, ça peut être justement ces candidats-là. Vous faites partie parce que ces candidats peuvent être Moussa. Non, vous faites partie de cette méga plateforme FCC? Attendez, oui, cette plateforme qui, au jour d'aujourd'hui, étant entendu que la majorité présidentielle fait partie
une grande composante, si pas d'ailleurs le moteur de ces nouveaux regroupements, il est tout à fait normal. Ça vous a d'office déversé là-bas? Non, ça ne nous a pas déversé. C'est un choix que nous avons opéré. C'est une discussion que nous avons eue au niveau des têtes pensantes de la majorité présidentielle avant d'accepter cette initiative de notre autorité morale. Parce que l'initiative, il faut se le dire, est du chef de l'État. Et Très donc, bien. c'était une discussion, ce n'est pas... on ne prend pas et on ne nous verse pas parce que nous ne sommes pas des enfants pour qu'on nous verse des... Très bien, nous allons ouvrir le chapitre de cette tripartite qui était tant attendue. Finalement, les travaux, n'est-ce pas, ont quand même commencé. Les portes ont été déjà ouvertes. Motif de satisfaction pour vous? Je note très souvent que dans ce pays, on se prend toujours en retard. Cette tripartite devrait avoir déjà lié depuis 2 mois. On attend toujours à la veille pour essayer de presque les choses. Le corps électoral a été convoqué. Et prendre des décisions qui sont des décisions malfaisantes pour la République. Dans la précipitation très souvent. Qu'est-ce qu'ils ont attendu pour retenir cette tripartite? Parce qu'il y avait un conflit de compétences qui devait convoquer cette tripartite. Est-ce le gouvernement? Parfois c'est la CENIS, parfois c'est le gouvernement, parfois c'est le CENSA. Il y a une autorité. Très clair, c'est la CENSA, c'est une autorité de cet organe surveillant les processus. Et donc, tout ça, c'est discussion des palais pour justement prendre du temps et continuer à entretenir la misère et les difficultés que notre peuple vit. Donc, je note que c'est une bonne chose, mais ils se sont pris en retard. Espérons que... Mais vaut tard que jamais. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, l'essentiel au jour d'aujourd'hui, que dans 3 jours, qu'ils nous donnent des réponses à toutes les questions. Justement, des questions délicates, parce que M. Joseph Olenganko, il a bien dit, il y a 3 questions majeures. D'abord, ce manque de consensus autour de la machine à voter. Pour vous, que peut être cette solution miracle? Et il faut l'obtenir, ce consensus, il faut continuer le dialogue. Il faut convaincre. Vous avez pris l'initiative de la machine, il faut rassurer les uns les autres. Et ça, j'ai dit, c'est question de bon sens et question d'éthique et de morale. Il faut rassurer les uns les autres. Parce que si on ne la rassure pas, ça sera un prétexte demain après les élections pour replonger le pays dans une guerre. Mais Nanga a dit, en tout cas, sans machine à voter, eh ben, on ne peut pas avoir des élections à la date prévue. Et puis bon, on va aller avec toute personne qui veut aller. C'est lui qui ne veut pas aller. Écoutez, le chien aboie et la caravane passe. Nanga ne saura pas gérer la fronde. Nanga, c'est un technicien. Son rôle devrait être là à nous aider en tant que politique, à nous convaincre avec des arguments des droits, des arguments techniques, et pas avec, pas avec des menaces. Attendez, pas avec des menaces. Ici, il y a un processus électoral, c'est parce qu'il y a des acteurs politiques. Je dis qu'il n'a pas tort, que si au jour d'aujourd'hui on prend une décision pour retarder, pour mettre de côté la machine à voter, c'est vrai que ça va bousculer un peu les programmes. Tout à fait. Mais c'est à nous de faire le choix, en tant qu'acteurs politiques. Faudra-t-il avoir des élections bâclées ou bien des élections qui créeront problème après, ou faudra-t-il avoir... Vous l'avez dit, est-ce que en réalité, le fait de refuser la machine à voter, c'est pas une manœuvre dilatoire pour ceux qui ne sont pas prêts pour ces élections, une façon de chercher une transition pour qu'ils soient aussi prêts, pour qu'ils s'apprêtent aussi pour aller à ces élections, parce que organiser les élections au Congo, c'est d'abord une question d'argent. Le problème, c'est que gouverner, c'est prévoir. Ouais. Lorsque déjà on a annoncé la machine, il y a eu des contestations. De molles contestations. Des contestations, ouais. Je note. Les politiques devraient faire quoi? Les gouvernants devraient faire quoi? Les services anticiper. Appeler tout le monde autour de la table pour leur dire qu'est-ce que vous reprochez à cette machine? Mais ils ne l'ont pas fait à l'époque. Mais justement, pourquoi on ne l'a pas fait? Les manœuvres dilatoires dont vous faites allusion proviendraient de la part de qui? Alors, des opposants surtout, des opposants. Non, je note que ce n'est pas les opposants, parce que ce n'est pas aux opposants de convoquer cette réunion, ou encore à la majorité. C'est à la CENSA. Pourquoi la CENSA n'avait pas pris à bras les corps le problème, comme il l'a fait?
Récemment, il a même ouvert, il a fait Ouais. des portes, Ouais, ouais. des journées portes ouvertes pour recevoir les doléances Oui. des uns et des autres. Non, il y a un problème. Les manœuvres dilatoires, pas du côté de la majorité, pas du côté des AAC, mais de l'autre côté. Alors, du côté du AAC, vous êtes prêt à aller aux élections avec la machine à voter? Écoutez, Vous ne voyez aucun inconvénient? Non, nous sommes prêts et nous y serons très vigilants. Ouais. Nous veillerons pour qu'en fait, qu'on ne puisse pas tripatouiller sur les machines. Moi, j'ai été victime des élections de 2011, c'est connu. Non, nous ne permettrons plus une fraude, d'où qu'elle vienne. Sinon, Et bien entendu, sinon on tirera les conséquences. quelles sont ces conséquences? Écoutez, c'est pas le moment de vous le dire. Attendez. Mais ça, ce sont des menaces à peine voilées, ça. Non, vous savez que nous n'avons pas la culture Oui. des menaces, mais nous avons la culture de dire la vérité. Vous savez, lorsque vous privez un électorat, une frange de population importante, comme celle de la Tchango, comme celle de chez moi, Vous volez leur vote. c'est lui qui est le porte-étendard, c'est lui qui peut porter la voix forte de ce peuple. On les prive, ce qui fait qu'on a des députés qui n'ont jamais parlé pendant 5 ans, qui ne peuvent pas poser les problèmes de la République parce qu'ils n'en connaissent pas. Ils ne connaissent ni les problèmes, ni les dossiers, ni les hommes. Alors, La monsieur, conséquence, voilà, c'est que le monsieur pays- Moussa, s'il n'y a pas consensus autour de cette machine à voter, qu'arrivera-t-on? le chef de l'État, étant le garant des institutions de la République, doit prendre ses responsabilités pour que la République ne tangue pas. Vous savez, les élections, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une fin en soi. D'abord, le peuple, la quiétude, et voyez-vous, la tranquillité. Nous ne voudrons plus de guerre. On en a assez déjà, il y a eu trop de morts. C'est au chef de l'État, en tant que garant des institutions de la République, de veiller à ce que les sangs ne coulent plus. Alors, deuxième question, en tout cas, une question difficile, parce qu'il y a 7 points qui sont inscrits à l'ordre du jour, mais également cette histoire de décrispation politique, hein, parce qu'il y a des prisonniers d'opinion que le CENSA estime qu'ils ne sont jamais sortis conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, mais également des exilés politiques, ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui devaient rentrer conformément, évidemment, au même accord. Est-ce qu'on peut trouver finalement des solutions, aller au bout du tunnel sur ces questions-là délicates? L'amalgame de la part des uns et des autres, parce qu'on veut instituer une république d'impunité. Vous savez, je suis de ceux qui estiment que ce pays a besoin d'une justice forte, très forte, pour essayer de remettre de l'ordre dans ce pays, dans cette nation. Il ne faut pas qu'on confonde les prisonniers politiques aux prisonniers qui ont commis des infractions des droits communs. S'il y a des prisons politiques prouvées qui n'ont pas commis des faits infractionnels des droits communs, eh bien, il est tout à fait normal que dans l'esprit de l'accord de... Mais l'accord Sylvestre, l'accord de la Saint-Sylvestre a cité nommément des personnalités. On a d'ailleurs appelé de personnes emblématiques. On les connaît, c'est pas un secret. Lesquels? On parle de Moïse Katumbi, on parle de Mouyambo, on parle de Franck Diongo, je crois. Ouais. On parle de... Ils sont plusieurs, en tout cas, ils sont nombreux. De Diomine Ndongala, ouais. Et ainsi de suite. Vous savez, les vrais problèmes... Avant de signer cet accord-là, tout le monde connaissait le nom de ces personnalités. C'est là le malheur de ce pays. Chaque fois qu'il y a des réflexions profondes, les vraies expertises, on les met de côté. Et très souvent, on traite les problèmes d'une manière superficielle. La conséquence, après cet accord, il fallait instituer une commission composée de magistrats. Alors que cette commission devrait être créée en amont. C'est cela le problème, parce qu'on ne veut pas consulter les expériences qu'il y a dans le pays. Et voyez-vous, on s'improvise, expert du jour au lendemain, on croit maîtriser les arcanes du pouvoir et tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre des décisions qui sont inapplicables. On fait des bricolages. Et la conséquence, on est bloqué. Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce qu'on ne veut pas résoudre le problème. Comme les Congos aiment les intrigues des sérails, vivre dans la malhonnêteté. On crée, on connaît qu'il y a... Donc comme qui dirait, à qui profite le blocage? À qui profite ce blocage? Il y a cette cause, il y a ce problème qu'il faut résoudre. On fera tout pour ne résoudre que 3 ou 4.
on garde les 3 en réserve pour que le moment venu, qu'on fasse surgir ces problèmes. C'est du chantage. Et on crée. C'est du chantage. C'est ce qu'on est en train de faire. Je note que parmi ces hommes dits emblématiques, il y a ceux qui ont commis des infractions pénales. Ils doivent être poursuivis. Vous savez, moi, je suis musulman par mes convictions. Je crois que ce pays-là, tant qu'il n'aura pas une justice juste forte. Mais là, alors, il faudrait qu'on commence par corriger l'accord. Bon, je dis... Parce que l'accord est déjà signé. Quand le vin est tiré, il faut en boire. Il faut les voir. Quelles que soient ses imperfections. Vous savez, si on devrait dire, parce que la Constitution existe, et comme la Constitution existe, en principe, on n'avait pas besoin d'un accord. Il y a des fois, quand le vin est tiré, s'il est mauvais, s'il peut vous causer la digestion, il ne faut pas le boire, il faut le jeter. Donc, il faut retourner à la... comment on a appelé là où, là où il y avait des travaux... À la Senco. À la Senco pour renégocier et corriger. Vous savez, les problèmes de ces pays, c'est parce que Dieu n'est pas content de la manière dont on traite des problèmes. C'est un pays qui se dit foncièrement croyant. Mais en réalité, c'est un pays des païens. Excusez-moi de vous le dire. Un pays des infidèles. Parce que dans la pratique, qui était dans cet accord-là de Senco? Je vous ai dit que c'était tout simplement des amis de même bord, de même école. Dans cette affaire de Senco, il n'y a pas eu... Je vous vois doiter l'Église catholique. Hein. Non, pas l'Église catholique. Il y avait des protestants, il y avait des kimbanguistes, sauf des musulmans. Sauf vous. Pas là. D'où la frustration. Écoutez, ça existe, cette frustration, c'est une réalité. Et moi, je note que lorsque le problème se pose dans une société, il faut les résoudre. Lorsque vous ne les résolvez pas, vous créez des frustrations. Alors, Et les frustrations, elles, je le dis toujours, provoquent très souvent des réactions violentes et incontrôlées. Et Dieu n'aime pas des nations injustes. Voilà. Alors, il y a un autre dossier délicat également, le remplacement du membre de l'UDPS au niveau de la Commission nationale électorale indépendante. Il n'est pas délicat. Cette question n'est pas délicate, mais les gens veulent les rendre délicats. Pourquoi? Mais puisque ça fait 2 ans que l'on court derrière cette question, écoutez, et depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, on remet toujours au lendemain. Cependant, les élections approchent à grands pas. Exactement, c'est pour multiplier les obstacles enfin qu'on crée des blocages. Dis-moi, est-ce qu'un problème de remplacement de monsieur à la CENI peut devenir un problème, comme vous dites, un problème, comment vous allez dire? Délicat? Délicat. Il est délicat quoi. C'est que ces messieurs-là, s'ils mouraient aujourd'hui, on ne va pas les remplacer. Non, c'est une question autrement politique. Moi, je dis c'est une question politique. Il faut les gérer. Il n'est même pas stratégique. Politique, c'est tout. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux électoraux. Mais quel enjeu? C'est un rapporteur, il est là, c'est vrai qu'il a maîtrisé les choses, mais je vous pose la question, s'il mourait aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez? Non, là, la nature... La nation va s'arrêter. Du tout. Non, il faut chercher simplement les goulons d'étranglement et enlever les goulons d'étranglement pour régler cette question et on avance. Alors, Joseph Oléranko ajoute un autre dossier, le rapatriement du corps du Sphinx de Limité. Ça ne pourrait même pas être un problème. Vous savez, c'est ce qui m'étonne quand on veut faire les fonds du commerce, ou bien les fonds politiques. Et quand les gens perdent, certains perdent des morts et d'autres utilisent ces morts-là comme fonds de commerce, comme fonds politiques. Est-ce que ça pouvait vraiment... Bon, si on était sérieux. Vous savez, le monde se moque de nous quand on voit des questions. Mais on a plusieurs fois mis en place une commission pour gérer cette affaire-là. Moi, j'ai dit même que ça ne nécessitait pas une commission. Vous savez, on aime bien multiplier les commissions, des réunions pour se faire bonne fortune. Dites-moi, pour faire venir le corps de mon père, j'ai besoin qu'on puisse me faire des commissions. Qui peut m'empêcher d'amener le corps de mon père? Vous ne voulez pas l'enterrer avec les... Non, mais tout attendez. Votre père, qui était-il? Peu importe ce qu'il était, d'abord, il est mon père. Ni la Constitution de la République, ni une autre loi ne donne le pouvoir à quiconque de s'accaparer de la dépouille mortelle d'un individu. Non, ça veut dire qu'en fait, il y a un problème de part et d'autre. Si la famille qui sait qu'il voulait que l'enfant, le papa vient, il serait déjà venu. Je ne vois pas comment. Donc pour vous, c'est la famille qui bloque?
Je note que le blocage, il est également... En tout cas, c'est des part et d'autre. Non, c'est des part et d'autre. Effectivement, j'ai dit qu'il y a une volonté manifeste. Moi, je vous ai dit, il y a certains qui ont perdu depuis de Tshisekedi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Il arrive un jour, des jours, le deuxième jour, on l'enterre. Même s'il y aurait de bousculades dans la ville, ça va se calmer. C'est pourquoi on a la police. Alors, il y a aussi ceux qui veulent en fait en faire une fortune avec ces dépouilles. Ça s'appelle manœuvre dilatoire pour essayer... John, on va changer de chapitre. Tout à fait, on l'a abordé un tout petit peu au début de l'émission, c'est la mise en place de cette méga plateforme, les Fonds communs pour le Congo, où on retrouve la classique majorité présidentielle, les opposants au gouvernement, la société civile, en tout cas, quelqu'un a même dit c'est les 80% du Gotha politique congolais. Mais, monsieur Moussa Kalema, une telle méga plateforme en réalité n'a pas en soi de sérieuses faiblesses. Bien entendu, il y a des avantages, il y a des faiblesses énormes. Et puis une sorte de cacophonie. Ah, attendez, moi je note, vous dites méga. Oui. Il faudra des hommes qui ont les têtes bien ancrées sur les épaules. Des gens qui ont des épaules solides pour supporter ces mélanges. Parce que c'est vrai que parmi... C'est un cocktail indigeste. Et il faut faire à un certain moment l'établi. Et il faut être très licite pour gérer ces hommes. Parce que moi j'ai toujours dit que quand quelqu'un trahit, il trahira toujours. C'est pas une tour de Babel ça, parce que déjà nous apprenons, écoutez. Chaque composante essaye de tirer la couverture de son côté et faire cavalier seul, alors que ça doit être toute une équipe. Non, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative pour nos amis qui sont au gouvernement que de nous rejoindre. Comment ça? Les opposants. Bien entendu. Donc, ils ont été contraints. Ou c'est la démission, ou vous rejoignez les FCC. C'est la force, c'est la logique, c'est le réalisme politique. Ils ont été réalistes et ils se sont rendus compte qu'au jour d'aujourd'hui... Non, c'était soit la charte d'adhésion, soit la démission. Non, c'est faux. C'est faux. Non, ils sont là par un consensus trouvé par la CENCO. Personne ne pouvait le faire partie comme cela. Ce n'est pas un gouvernement de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, la République est gérée par la majorité et l'opposition, d'ailleurs, qui est majoritaire dans ces gouvernements. Et voyez-vous, mais ils se sont rendus compte... Mais si cette opposition est majoritaire, alors pourquoi direz-vous qu'il n'aurait que cette voie de sortie-là? Il pouvait bien continuer à seul et mais il faut avoir un leadership fort. Mais qui pouvait incarner le leadership fort de cette... Les premiers ministres. L'actuel Premier ministre? Non, écoutez, je ne voudrais pas faire de jugement ici. Moi, je note qu'on ne s'improvise pas leader. S'il te plaît, j'en connais quelque chose. Et donc, il faut un leader fort pour gérer cette affaire. Parce qu'ils vont continuer, ils disent, ils sont de l'opposition. Mais il y a ceux qui se disent d'être de la vraie opposition. Les rapports de force seraient en faveur de qui? C'est la grande question. Je note qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour des hommes politiques qui voudraient assurer leur survie politique dans l'avenir. Que d'être de venir du côté de la majorité, oui, effectivement, il y a des valeurs intrinsèques, des gens qui sont constants. Constant, j'ai dit bien la constance, vous savez. La charte du FCC n'est-elle pas en réalité les certificats du décès de l'accord de la Saint-Sylvestre? Non, parce qu'on ne retrouve plus les opposants, non. Ça devient un foutou. Ils sont... Écoutez, avec une seule autorité morale, faites votre analyse. C'est le chef de l'État, Joseph Kabila. Faites votre analyse, parce qu'il est le chef, l'autorité morale de tous ceux qui sont au gouvernement. Ne t'en fais pas, c'est lui le chef du gouvernement. Tout à fait, au niveau du gouvernement. Au niveau du gouvernement. Quand vous venez dans un gouvernement, écoutez, cette affaire des opposants dans un gouvernement, c'est un leurre. Parce qu'il y a la solidarité gouvernementale. Ça n'a pas fait long feu. Vous venez dans un gouvernement, soit vous obéissez, soit vous sortez. C'est ça la règle. Ouais. Soit vous signez la charte FCC, soit vous présentez votre lot de démission. Ce n'est pas un acte de gestion, la charte. C'est un fait privé. Ça n'a rien à voir avec les actes de gestion d'une nation. Ici, je parle de la gestion de la République.
Vous êtes dans un gouvernement, vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis de l'opposition, je prends une position contre la position de la majorité au gouvernement. Ou bien vous quittez le gouvernement, ou vous vous taisez. Voilà, c'est cela la réalité. Je note que la majorité présidentielle, les amis se sont rendus compte qu'effectivement, nous étions les mieux organisés. À la majorité, vous ne trouvez pas des fractions comme ça. Et par contre, à l'opposition, ils sont juxtaposés, hétéroclites. Et pour avoir annexé cette opposition, s'il faut l'appeler comme ça, la majorité présidentielle trouve quand même une plus-value. C'est la République qui trouve la plus-value si cette machine démarrait convenablement. Moi, je note qu'il faut des garde-fous pour que cette machine marche convenablement. C'est seulement en faveur des hommes politiques où vous avez vraiment évalué et que cette opposition-là est représentative au niveau de la population. Quelle opposition? Et celle qui est actuellement au FCC. Écoutez, quel est le baromètre pour aujourd'hui pour savoir que telle opposition, tel groupe a de l'audience auprès de la masse? Sinon que des supputations. Eh bien, vous avez parlé de rapports de force. Mais exactement. Les rapports de force au jour d'aujourd'hui jouent en faveur de la majorité sur terrain. Ah, sur terrain? Ça, c'est vous qui le dites. Où avez-vous fait les sondages? C'est vous qui le dites. Je ne parle pas de sondages. Ou c'est une vue d'esprit? Quand je parle de terrain, je voudrais parler dans la somme des acteurs politiques. Entre les acteurs politiques au jour d'aujourd'hui, c'est la majorité qui mène la marche. C'est clair et net. Ah bon? C'est clair et net. D'où tirez-vous cette conviction? Je suis dans le pays, je le vis, je constate. Vous avez vu combien de gens de la majorité présidentielle faire des défections à cause de partage de responsabilités ou à cause, j'allais dire, des difficultés de la vie? Aucune personne. Bon, vous parlez de difficultés de la vie, mais il y a quand même des défections. Il y a aujourd'hui les G7 qui viennent de la majorité. Qui a quitté la mangeoire facilement. Vous ne savez pas. Les G7 ne sont pas partis parce qu'il y avait un problème des difficultés de la vie. Ils sont partis, d'ailleurs, ils n'étaient pas partis parce qu'ils n'avaient pas demandé de partir. Vous les avez chassés? On les a fait partir. C'est donc moi j'ai déploré. Je n'étais pas de ceux qui pensaient qu'il Vous ne voulez pas de la contradiction? Non, je voudrais que, en fait, si c'était moi, si on m'avait consulté, je n'acceptais pas que ces hommes partent. Parce que c'est une mauvaise politique d'exclure toujours là. Ce qui vous apporte une certaine contradiction à une certaine mesure. Oh, M. Kalema, vous organisez à votre manière, les FCC est là, mais à vaincre sans péril, c'est une victoire sans gloire. En face de vous, comment voyez-vous cette opposition? Voyez-vous cette opposition relever les défis de vous présenter un seul candidat à la présidentielle surtout? Je vais vous étonner. J'ai toujours souhaité pour ce pays une opposition forte pour apporter la contradiction. Parce que si on n'a pas une opposition forte, le pouvoir peut arriver à faire n'importe quoi. Ouais. C'est pourquoi j'ai toujours été opposé à un gouvernement d'union nationale. C'est un pis-aller. Quand vous voyez les Occidentaux vous dire gouvernement de l'union nationale, c'est parce qu'ils ne veulent pas que le pays progresse. Aucun pays au monde, aucun gouvernement d'union nationale a amélioré les conditions de vie de ses compatriotes. Tous les gouvernements d'union nationale, ce sont des pis-aller. C'est pour justement bloquer la République. Mais les Congolais, comme nous ne réfléchissons pas très bien, très souvent, non, faisons une opposition politique forte, pas celle qui est ingérie pour s'attirer la bénédiction de pouvoir, pour vous attirer dans ces gelons de manière que vous ne puissiez plus l'insulter, l'attaquer, mais une opposition qui réfléchit, qui propose une alternative crédible. Dans ce pays, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que l'opposition, c'est contre l'individu, chef de l'État. Kabila doit partir, Kabila doit partir. Mais qu'est-ce que vous allez apporter si Kabila partit? Ça, personne ne le dit. C'est ce qui me met mal à l'aise
Mais je suis d'accord avec vous. Il faut que l'opposition s'organise. Si l'opposition ne s'organisait pas, et bien entendu, elle va disparaître. Vous allez la battre à plate couture. Ce n'est pas... Le peuple va la sanctionner parce que le peuple veut que... Si on dit que le peuple veut l'alternative, mais l'alternative ne peut que se faire avec les acteurs politiques. Mais si le peuple constate qu'il n'y a personne qui peut incarner le leadership de ses côtés, avec le risque que le pays soit à la merci des mercenaires, qu'est-ce que le peuple va faire? Mais dans les rangs de l'opposition, on compte désormais un ancien champion. Il s'agit de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quelles ont été vos impressions lorsque vous avez appris qu'après 10 années de détention, cet homme est maintenant libre? Ah, mais ça m'a fait du bien. Vous savez, tout Congolais qui est arrêté quelque part à travers le monde, moi, ça me préoccupe. Et de surcroît, un sénateur, un homme politique. Moi, je te dis que nous avons besoin de lui pour qu'il vienne peut-être essayer de donner un peu de... Mais voyez-vous jouer un quelconque rôle? Parce que là, vraiment, il vient, certains disent déjà un tout petit peu tardivement. Ça dépend de lui. Ça dépend de la manière dont il va jouer. Les carottes sont déjà cuites, il ne peut pas concourir. Un homme politique peut rebondir à tout moment, pourvu qu'il puisse avoir plusieurs tours dans ses manches. S'il a plusieurs tours dans ses manches, s'il ne vient pas en va-t-en-guerre, et il aura fait, je crois que d'ailleurs, les 10 ans l'ont assagi. Ce n'est plus les mêmes moments en tout cas. Je crois que ça ne sera plus les mêmes moments, parce qu'à un certain moment, on ne change pas, à un certain âge. C'est pas facile de changer les habitudes, vous savez. Mais je souhaite ardemment que Jean-Pierre puisse s'assagir et devenir véritablement savoir comment communier avec les autres. Comprendre que la démocratie, c'est la gestion des contradictions. C'est pas la répression des contradictions. Et voyez-vous, oui, j'ai dit qu'il va apporter un plus peut-être dans cette opposition. Mais pourvu que l'opposition s'organise. Mais quant à nous, à la majorité présidentielle, je vous ai dit que nous avons besoin d'une opposition forte et organisée. Alors, le 23 décembre, ou rien. Les élections doivent nécessairement, coûte ce que coûte, se tenir le 23 décembre. On ne peut pas penser, mais ne serait-ce qu'à une petite prolongation pour mieux faire les choses. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est de voir des gens qui sont dans les institutions depuis des dizaines d'années, sans élection. Ça, il est temps de balayer la cour. Je crois qu'il est important que nous puissions faire les choses autrement et proprement. Voilà pourquoi nous souhaitons ardemment ces élections. Mais je ne peux pas dire les 23 ou rien. Voilà, déjà à quelques jours, hein, en tout cas dans quelques heures, si je peux le dire ainsi, ça sera déjà à la fin, hein, en ce qui concerne la clôture, en ce qui concerne le dépôt des candidatures pour la législative provinciale. Mais jusque-là, en tout cas, le constat est amer, hein, il n'y a pas d'engouement, à peine 2 listes déposées au niveau une léthargie généralisée. PRTC ici à Kinshasa. Ça inquiète apparemment. Des choses à dire. La première, notre regroupement sera prêt. Et je voudrais vous assurer aujourd'hui que les cautions même est payée pour tous nos membres. Vous avez beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas question d'avoir payé beaucoup d'argent. C'est question de s'organiser et de contourner les pièges de ceux qui voulaient, bien entendu, nous empêcher avec les cautions électorales qui sont des manœuvres dilatoires pour éliminer certaines têtes licites. Donc nous disons que avant la fermeture, la majorité présidentielle, il y a ces regroupements qui sont, je crois, 14, vont déposer, certains, je ne sais pas dans d'autres regroupements, donc, mais nous allons déposer. On y va un peu comme à la Vita Club, hein, Ndombo le soir. Non, pas cela. Il faut attendre les derniers jours. Non, on n'attend pas les derniers jours. Ça sera la ruée. C'est que les députés, en prenant cette loi sur le CEI, n'avaient pas compris qu'ils créaient des problèmes. On devrait préparer cela. Aujourd'hui, je vous donne un exemple banal. Kimbatsiki, 5 sièges. Et nous, dans notre regroupement, vous êtes à 20 sièges. Chaque parti vous amène 5
Déjà les primaires au niveau de vos plateformes. Voilà, 5 potentiels candidats. C'est que vous êtes à combien? Vous êtes à 100 candidats. Et tous prétendent être les meilleurs. Tous prétendent être les meilleurs. Et il faut en choisir seulement 5. Voilà ce qui pose problème. Voilà, alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Une toute dernière question, puisque vous êtes de la majorité présidentielle. Après, d'ailleurs, Lambert Mendel avait annoncé qu'au mois de juillet, on saura le dauphin pour les présidentielles de Joseph Kabila. Alors, le temps est déjà là. Qui est ce dauphin-là de Joseph Kabila? Le candidat pour la majorité présidentielle au niveau des élections présidentielles. Peut-être c'est lui-même le dauphin. Qui sait? Vous savez, moi on est spécialiste dans des termes, dans des mots. Et je disais, il y a Mugabe qui disait, les Africains ne peuvent pas gagner une Coupe du Monde parce que toutes leurs équipes portent les noms des animaux. Léopard, éléphant, dauphin, ça veut dire quoi? Non. Quel est les candidats de la majorité? Posez-moi cette question. Les candidats de la majorité... On repose la question des... Voilà, les candidats de la majorité... Vous serez représenté parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans candidat. Mais quand dites-moi, quels sont les candidats de l'opposition? Non, ils sont nombreux. Hein? Ah mais écoutez, justement, ils sont nombreux. Et quand on est trop nombreux, c'est qu'on n'existe pas. Nombreux se sont déjà manifestés. Mais en même temps, chez vous, silence radio. Est-ce qu'il y a quand même ces débats-là au niveau de la majorité présidentielle pour essayer un peu de chercher cet oiseau rare? Bien entendu, il y a ces débats-là. Vous pensez que nous pouvons accepter comme ça si vous nous présentez quelqu'un qui va nous faire échouer? Surtout que vous avez signé aveuglément les FCC. Non. Attention, nous avons des accords. On signe une alliance sans savoir on soutient qui. Mais ce n'est pas possible. Donc vous signez quelque chose que vous ne savez pas, vous allez soutenir qui? On ne soutient pas un individu, on soutient des idées. Un projet, un programme. Non mais vous avez déjà engagé votre signature. Mais la signature, on n'a pas dit qu'on s'engage pour tel candidat. Nous disons pour une seule candidature. Non, vous avez signé pour un projet qui va... Je pense que les amis téléspectateurs vont continuer le débat dans leur salon. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, prochain rendez-vous, jeudi prochain, en tout cas, à 22 h comme d'habitude, et vendredi à 11 h. C'est la fin de cette émission. Au revoir.